Bonsoir, Dr Ousmane Kaba. Bonsoir. Quel constat faites-vous par rapport à la dégradation des routes en Guinée? Écoutez, le problème du système routier est entier dans notre pays. Vous avez vu récemment que tous les grands axes routiers étaient coupés, notamment tous ceux qui sont partis fêter le Tabaski à l'intérieur du pays ont témoigné de l'état très dégradé de pratiquement l'ensemble du système routier guinéen. Si vous prenez la principale route nationale Conakry-Kindia, ça devenu un calvaire pour tous les usagers. Mais si vous avez le malheur de vouloir continuer jusqu'en Haute-Guinée, entre Mamou et Dabola à Kouroussa, c'est extraordinairement difficile. Mais si vous avez beaucoup d'imagination et que vous voulez monter vers le Fouta et que vous voulez aller à Gawal, vous verrez quelle est la nature du réseau routier guinéen. Sans compter les gros trous qu'on a eu entre Gekedou et Massanta. Donc l'ensemble du réseau guinéen est dégradé, réellement dégradé. Ceci dit, il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup d'efforts en réalité dans les routes, puisque le gouvernement a annoncé qu'ils ont dépensé plus de 2 milliards de dollars pour le Merci, Dr Ousmane Kaba. Je vous remercie. Mais 2 milliards de dollars, c'est 2000 km de nouvelles routes goudronnées en réalité. Que se passe-t-il? Il se passe que l'État fait des efforts, mais des efforts qui ne donnent pas les résultats escomptés. La raison est simple. Lorsqu'on passe des contrats routiers, le ministère passe beaucoup de temps à chercher une entreprise qui exécute les travaux. Ce que l'on ne fait pas en Guinée, et c'est là qu'il y a vraiment le problème, c'est que l'on ne prend pas autant de soins pour l'entreprise qui va contrôler les travaux. Vous savez, dans le secteur routier, il est tout aussi important, cette entreprise est tout aussi importante que l'entreprise qui exécute. Donc c'est le contrôle, au lieu d'être confié à des grandes entreprises qui ont une réputation à défendre, les contrôles routiers sont confiés au niveau de l'exécution à des fonctionnaires. Et nous sommes en train de parler des dizaines, sinon des centaines de milliards. Donc ces fonctionnaires sont vite corrompus et les routes ne sont jamais exécutées selon les règles de l'art. Le résultat, c'est quoi? Les routes qui sont normalement faites pour 30 ans, parfois durent une seule saison pluvieuse. Il y a même des routes qui se dégradent en 6 mois, d'autres 2 ans, 3 ans, et tout est encore à recommencer. Donc ça devient comme les travaux de Sisyphe, c'est un éternel recommencement. Voilà pourquoi nous avons tant de problèmes avec notre système routier. Voilà, donc c'est sur base de corruption au niveau du contrôle des travaux. Lorsque les travaux ne sont pas exécutés correctement, les dimensions, le travail de terrassement n'est pas fait correctement, les graviers ne sont pas mis correctement et la couche de goudron qui est au-dessus n'est pas suffisamment épaisse, eh bien ça donne des goudrons qui ne résistent pas. Et comme en plus, notre pays, on n'a plus de chemin de fer, ce sont nos routes qui supportent tous les transports des gros camions, où souvent le tonnage dépasse même la capacité de résistance des routes. Voilà, au total, la Guinée est dans un état piteux. Voilà la raison, à mon avis. Ok, Dr Kaba, sur la récente sortie du président Alpha Condé aux États-Unis, il a appelé ses militants à s'organiser pour un référendum. Et actuellement, les consultations aussi se poursuivent à la primature. Est-ce que vous prendrez part à la consultation nationale et quels sont votre avis par rapport à cela? Déjà au niveau du FNDC, dont nous sommes membres actifs, nous avons décidé de boycotter ces consultations. Et d'ailleurs, la récente déclaration du président de la République que nous avons tous vue sur les réseaux sociaux nous dit à suffisance que nous avions eu raison, puisque dans cette déclaration, il dit de se préparer pour le référendum. Ça signifie que les consultations deviennent sans objet. Théoriquement, les consultations devaient avoir lieu, les résultats de ces consultations discutés et sur cette base prendre une décision.
Mais dès lors qu'il a annoncé déjà aux militants du RPG d'être prêts pour le référendum, ça veut dire que les consultations sont sans objet. Donc, a posteriori, on se rend compte que nous avions eu raison au FNDC de refuser de participer à des consultations qui deviendraient de simples alibis pour un agenda qui est déjà en train de se dérouler tous les jours. Vous savez, la question est très simple pour le peuple de Guinée. Nous nous sommes battus pendant de longues années pour asseoir les bases d'une démocratie. La démocratie a pour base un certain nombre d'éléments fondamentaux, tels que la presse libre, la pluralité des opinions, mais aussi l'alternance. Il n'y a pas de démocratie sans alternance. Et le fait qu'on ait commencé cette discussion sur la base de l'ancienne constitution, vous vous souvenez, et qu'on se soit rendu compte qu'il n'est pas possible de sortir de l'article 27 la possibilité de faire un troisième mandat, car ça fait partie des intangibilités qui sont dans la Constitution. Et je rappelle, ces intangibilités sont nées de l'expérience douloureuse des années 2010. C'était pendant la transition, la Guinée avait été traumatisée lors du troisième mandat du général Lansana Conté qui était malade. En réalité, il n'exerçait réellement pas le pouvoir, c'était une clique de personnes. Et ce sont ces dérives-là qu'on a voulu vraiment soigner. Et c'est la raison pour laquelle dans la Constitution, ces éléments ont été verrouillés. Le nombre et la durée des mandats. Lorsqu'on s'est rendu compte que ce n'était pas possible de modifier cette partie, c'est en ce moment, et seulement en ce moment, qu'on a parlé de nouvelle Constitution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objet de la nouvelle Constitution n'est pas du tout, contrairement à ce qui se dit par les propagandistes du pouvoir, n'est pas du tout de pallier aux insuffisances de l'ancienne Constitution, parce que là, on peut le faire par des modifications. L'objet de la nouvelle Constitution est unique, c'est accorder un troisième, un quatrième, je dirais même une présidence à vie au chef de l'État actuel. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes opposés aux discussions sur la nouvelle Constitution. On n'enlève pas au président de la République le droit de proposer cela, à mon avis, mais c'est parce que d'abord c'est trop tard, il fallait le faire plus tôt, et deuxièmement, l'objet c'est vraiment une présidence à vie. Donc nous sommes confrontés à un véritable défi démocratique. Je crois que c'est notre devoir au moins de laisser un pays avec des règles démocratiques pour la nouvelle génération. Voilà, c'est la raison fondamentale pour laquelle nous sommes opposés à ce tripatouillage constitutionnel qui est d'ailleurs très connu en Afrique et dans le monde. Voilà. La CENI a fixé la tenue des élections législatives le 28 décembre. Est-ce que le PADES compte prendre part à ces élections? Écoutez, c'est très difficile de se battre pour les élections et de dire qu'on ne fait pas partie de ces élections. Ceci dit, il y a beaucoup de partis qui ont émis des réserves sur l'incapacité technique de préparer ces élections. Ben, nous allons voir ce qui va se passer dans les mois à venir. Si la CENI sera capable de préparer raisonnablement ces élections, il n'y a pas de problème. Par contre, si les délais sont incompressibles et que la CENI n'est pas capable de préparer des élections libres et transparentes, en ce moment, le parti prendra la décision. Mais à ce jour, le PADES n'a pas encore pris de décision finale sur le sujet. Ok, Dr Kaba, on a aussi fait un constat. Pourquoi les départements ministériels ont une faible capacité d'absorption de leur budget? Écoutez, peut-être qu'il faudrait expliquer un peu cette histoire de capacité d'absorption. C'est simplement l'utilisation des ressources telles que c'est prévu dans le budget. En Guinée, on constate année après année qu'il y a certains ministères qui ne peuvent utiliser que 50% de leur budget, d'autres 70%, parfois beaucoup moins. Alors, d'où ça vient? Ça vient du fait que d'abord le ministère des Finances et le ministère du Budget ici, les argentiers de l'État, ont la fâcheuse tendance d'exécuter le budget en dehors du budget qui a été voté par l'Assemblée nationale.
L'un des plus grands mots de notre gestion économique depuis plusieurs années d'ailleurs a toujours été d'avoir des dépenses extra-budgétaires. C'est-à-dire des dépenses qui n'étaient pas prévues dans le budget. Et lorsque le gouvernement fait des grosses dépenses extra-budgétaires, d'un côté, de l'autre côté, il doit respecter les grandes masses budgétaires, c'est-à-dire le déficit tel que ça a été souvent négocié avec les institutions de Bretton Woods. Donc il faut que le gouvernement compense en coupant les dépenses ailleurs. Malheureusement, ces mouvements budgétaires se font en dehors de l'Assemblée nationale, ce qui est illégal d'ailleurs. Donc on a des choses comme ça qui empêchent souvent parce que l'État ne décaisse pas ce qui est prévu dans le budget. Il arrive également qu'il y a des projets qui ne sont pas exécutés à cause des lourdeurs administratives, mais aussi si vous prenez certains projets, les décaissements n'ont pas lieu parce que les procédures de passation de marché ne sont pas respectées. C'est surtout des projets où il y a à la fois les bailleurs de fonds et l'État guinéen qui sont associés. Alors les partenaires refusent de décaisser parce que les passations de marché n'ont pas été transparentes. C'est cela très souvent qui bloque un certain nombre de projets et qui diminue la capacité de décaissement de la Guinée auprès des différents bailleurs de fonds. Je vous donne un exemple terre à terre. Vous avez par exemple le pont de Banankoro qui a été financé entre Kerouani et Banankoro, juste à la sortie de Kerouani, qui a été financé par la BADEA, que nous avons passé à l'Assemblée nationale depuis déjà 3 ou 4 années. Mais il n'y a même pas un début de commencement. Pourquoi? Certainement, je n'ai pas fouillé le dossier, mais mon expérience me dit que c'est parce que les marchés n'ont pas été passés correctement. Et là, le bailleur de fonds refuse de décaisser. Voilà. Notamment, il revenait aux députés de la région de Kerouani, etc., de s'enquérir de ce qui se passe au niveau des ministères des Travaux publics, pourquoi le pont n'est pas encore exécuté, au lieu de passer le temps à aller faire de la campagne là-bas. Au nom du parti au pouvoir, il ferait mieux de voir pourquoi les travaux qui sont financés par ailleurs par les bailleurs de fonds ne sont pas exécutés. Donc, grosso modo, la faible capacité de décaissement au profit des différents ministères qu'on appelle capacité d'absorption vient de plusieurs origines. Ça peut être simplement parce que le ministère a fait des dépenses non prévues et coupe les dépenses qui étaient prévues dans le budget. Ça peut être dû au fait que les décaissements sont devenus lents à cause des lourdeurs administratives. Ça peut être aussi dû au fait qu'il y a corruption dans les différents chantiers de l'État qui empêchent les décaissements. Voilà, donc il y a tout un ensemble de raisons. Et c'est ce que les économistes disent. En gros, faible capacité d'absorption d'un pays. Voilà. Ok, Dr Kaba, étant économiste de profession, quel regard portez-vous sur l'économie guinéenne actuellement? Écoutez, c'est une situation difficile. Lorsqu'on fait l'évaluation économique d'un pays, on commence par parler du taux de croissance, c'est-à-dire l'évolution des revenus des habitants de ce pays. Et on parle d'inflation. En Guinée aujourd'hui, on ne peut pas dire que les Guinéens se portent mieux, c'est pas vrai. Tout le monde le sent. Les revenus n'ont pas augmenté substantiellement. Même s'il y a eu de fortes croissances en 2017 et en 2016, simplement à cause de la rentrée en production des grandes unités de bauxite. Ça ne s'est pas renouvelé, donc la croissance est tout de suite tassée. Ensuite, ce n'est pas une croissance qui enrichit les Guinéens, parce que c'est dans le secteur minier, et que la richesse qui est créée sur le territoire guinéen, c'est une richesse qui n'appartient pas aux Guinéens, malheureusement. Et lorsqu'on regarde également les emplois, le chômage des jeunes est endémique en Guinée. Et malheureusement, je l'ai dit lors de mes vœux de bonne année aux Guinéens, que les jeunes n'ont le choix
qu'entre le chômage et l'oisivité d'un côté et l'émigration clandestine. Et c'est pour ça que la Guinée a le triste palmarès du pays qui a le plus grand nombre de jeunes émigrés en partance pour l'Europe. C'est nous qui perdons beaucoup de nos jeunes sur les mers de la Méditerranée. Et je dois dire que chaque fois que je vais en France, je déplace des groupes de jeunes qui sont ce qu'on appelle les immigrés clandestins là-bas. Chaque fois, il y a des jeunes Guinéens qui m'interpellent. Et franchement, je me sens tout à fait coupable et responsable, puisque notre génération n'a pas pu offrir à ces jeunes les opportunités qu'ils avaient en droit d'attendre de la Guinée. C'est vraiment l'une des raisons pourquoi on se bat au PADES. Nous avons un programme de société qui va permettre de relancer la croissance dans les grands secteurs de l'économie guinéenne, notamment le secteur agricole, parce que si vous voyez aujourd'hui dans le secteur agricole, il n'y a pas du tout de politique agricole cohérente. Peut-être que je devrais vous donner un petit exemple pratique pour que tout le monde comprenne. Depuis 2 ans, on a fait beaucoup d'efforts pour dire on va encourager les plantations d'anacarde à travers le pays. Eh bien, cette année, tous ceux qui ont produit de l'anacarde ont perdu de l'argent parce qu'on ne s'est pas préoccupé de la vente. Et le kilo d'anacarde qui était à 6 000, 5 000 est tombé à 2 000 francs. Alors, ce n'est pas la peine de distribuer des engrais et même des machines agricoles si on n'est pas attentif aux revenus des paysans. C'était la grande faute pendant la Première République qui a détruit l'agriculture guinéenne. Aujourd'hui encore, 60 ans après, nous sommes en train de commettre toujours les mêmes erreurs. Je pense que c'est inacceptable. Quand on veut développer l'agriculture dans un pays, il ne suffit pas seulement de distribuer des engrais. Il faut voir l'ensemble de la filière et s'assurer que les paysans vont gagner de l'argent lorsqu'ils vont faire leur récolte. C'est une faute impardonnable. Voilà. Donc, puisque le secteur agricole n'est pas un secteur profitable, ça veut dire qu'on ne sera pas capable d'embaucher des milliers de jeunes Guinéens dans ce secteur-là. Voilà. Lorsqu'on veut attirer les gens dans un secteur, on s'arrange pour que le taux de profitabilité de ce secteur augmente. Donc, en Guinée, le secteur agricole qui était censé absorber beaucoup de monde ne le fait pas. Le secteur minier, malheureusement, là aussi, on se contente de la production de la bauxite, qui est la matière brute, au lieu de faire des usines de transformation. Donc la valeur ajoutée est très faible ici en Guinée. En termes d'emploi, il n'y a que des emplois de chauffeurs que l'on a pour transporter la terre rouge. Malheureusement, on envoie cette bauxite dans des pays qui n'ont même pas de bauxite, mais qui ont des usines d'alumine. Et c'est là-bas que l'on fait des contributions budgétaires. C'est là-bas que l'on emploie beaucoup de personnes dans ces usines. C'est ça qu'on appelle la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est donc les emplois qui sont créés, mais c'est aussi la contribution au budget de l'État. Malgré que la production de bauxite est passée de 15 millions de tonnes à 75 millions de tonnes, pratiquement 4 fois plus, ça n'a pas donné des moyens au gouvernement guinéen de faire nos routes. Donc la contribution budgétaire est faible. Ça veut dire que ces compagnies ne payent pas suffisamment de taxes en réalité. Donc non seulement c'est de la matière brute, c'est ce qu'on appelle le pacte colonial, et je l'ai dit pour me résumer que la bauxite ne va jamais développer la Guinée, mais le peu de taxes que ces entreprises doivent payer s'évapore dans la corruption, malheureusement. Donc si vous regardez le budget de l'État, vous verrez que la contribution est dérisoire. L'État n'a toujours pas suffisamment d'argent pour faire les routes, pour faire les écoles, etc. Par contre, les dégâts en termes d'environnement sont énormes. Nous avons de grandes quantités de terres qui sont déboisées et rasées. Nous avons des cours d'eau qui sont asséchés. Les terres cultivables se raréfient. Et des milliers de paysans, parce que venant des dizaines de villages autour des sites, sont appauvris. Voilà le tableau. Un secteur minier qui n'a pas de contribution économique importante, ni en termes d'emploi,
ni en termes de contribution fiscale. Un secteur agricole qui n'a pas pu prendre son envol, qui ne peut pas absorber les jeunes. Dans le domaine de la création des petites et moyennes entreprises, il y a des initiatives, c'est vrai, mais d'abord ces initiatives n'ont pas donné les fruits que l'on escomptait. Et quand tu ajoutes à cela les difficultés que nous avons dans le système éducatif et dans le système de santé, au total, c'est une catastrophe. Nous avons souvent donné l'exemple du bac où on n'a plus que 25% d'admis au baccalauréat. Ça veut dire qu'on a 75% de déchets, sans qu'il y ait un plan de formation technique par derrière pour absorber ces milliers de jeunes. Voilà ce que ça fait lorsqu'il n'y a pas une vision claire du système éducatif. Donc, si vous me demandez comment se porte la Guinée d'un point de vue économique, je vous dirais que la Guinée ne se porte pas bien du tout. Et en plus, nous rentrons dans un climat d'incertitude politique. Et lorsqu'on avance dans l'incertitude politique, ça veut dire que c'est les investissements qui vont être rares dans le pays et la création d'emplois qui va avec. C'est là il y a la liaison très forte entre l'environnement politique et la performance économique d'un pays. Lorsque sur le plan politique, il y a beaucoup d'incertitudes qui s'accumulent, telles que nous sommes dans ce cas actuel, eh bien, les investisseurs se font rares, aussi bien les investisseurs étrangers que les investisseurs guinéens.